As-tu déjà rencontré un enfant qui, on dirait, est toujours appuyé sur un mur, sur un meuble, dès qu'on lui demande d'être debout? Si oui, tu t'es probablement déjà demandé pourquoi. Moi, oui, et d'autres ergothérapeutes aussi, parce que ces jeunes, parfois, ça peut leur causer des soucis à différents niveaux et on va les rencontrer dans nos bureaux et on va les évaluer. Et lorsqu'un ergothérapeute évalue un enfant, bien, une question qui se pose, c'est toujours le pourquoi. Alors, dans cet épisode, on va explorer différentes hypothèses, essayer de mieux comprendre certaines notions qui peuvent nous aider à répondre à cette question-là. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais lire la question telle que je l'ai reçue. Je te prépare à l'avance. La question est quand même assez crunchy sur le plan théorique, les concepts qui sont évoqués. Mais je te rassure, reste avec moi. On va explorer ensemble toutes ces notions-là. Et lorsqu'on va tenter ensemble de répondre à la question, tout devrait faire du sens. Alors, j'y vais. Lorsqu'un enfant semble avoir une faiblesse musculaire et qu'il prend appui sur les murs, est-ce que la problématique serait plutôt au niveau de la modulation de l'information proprioceptive, donc l'hyposensibilité qui mène à de l'hyporéactivité, ou est-ce que ce serait plutôt de la discrimination proprioceptive? Alors, je l'ai dit, je vous ai avisé, c'était quand même assez technique. Ah oui, j'ai oublié de te dire que l'épisode existe aussi en format vidéo sur YouTube si tu préfères l'écouter de cette façon-là. Le lien est dans les notes juste en dessous de la description de l'épisode. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais d'abord mettre sur la table les bases théoriques. Je vais commencer par la proprioception. Donc, proprioception, c'est un de nos sens. C'est le sens qui nous permet de percevoir où est notre corps dans l'espace, un système sensoriel qui collabore avec d'autres systèmes sensoriels pour atteindre cet objectif-là. Donc, le système vestibulaire qui nous oriente face à la gravité, notre orientation dans l'espace à partir de la position de la tête. Parce qu'il est dans l'oreille interne. Et le système tactile aussi. Donc, lorsqu'on est en contact avec quelque chose, bien, ça aussi, ça nous aide à se repérer dans l'espace. Alors, le système proprioceptif vestibulaire, ce sont des sens qui envoient de l'information qui provient de l'intérieur du corps. Et le système proprioceptif, je ne l'ai pas nommé, mais dans le fond, les récepteurs sont dans les muscles, les articulations, les tendons, lorsqu'ils sont utilisés. Tout ça dans un contexte où le corps, le cerveau a un système nerveux pour prendre le pouls des informations qui se passent à l'extérieur dans l'environnement et à l'intérieur. Donc là, on parlait de l'intérieur. À l'extérieur, il y a toutes les stimulations de la vie de tous les jours, là, ce qu'on voit, système visuel, ce qu'on entend, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut goûter, puis ce qu'on peut toucher. Donc, notion de sensoriel abordée. Maintenant, modulation sensorielle, discrimination sensorielle. Alors ça, ce sont deux niveaux de traitement de l'information sensorielle. Alors, quand l'information sensorielle arrive dans un système sensoriel, bien, la première étape, c'est pour le système nerveux de se dire OK, cette information-là, elle est-tu sécuritaire, elle est-tu importante maintenant pour le contexte? Est-ce que finalement, je laisse passer cette information-là vers le cerveau plus intelligent, conscient pour la traiter,
Tout ça dans une optique où il y a des informations tout le temps partout, de l'intérieur du corps, de l'extérieur du corps, et si le cerveau devait traiter toutes les possibilités d'informations, ben il serait pas capable de rien faire parce qu'il surchargerait rapidement et ça lui prend de la priorisation. Tel que là, je suis en train de faire une vidéo, ben mon cerveau ne se préoccupe pas de mes pantalons sur ma peau ou du bruit de ventilation. Ben là, je me suis orientée là-dessus, je viens de l'entendre pour les besoins de la cause, mais l'idée, c'est qu'il y a une priorisation qui se fait pour que qu'est-ce qui est le plus important dans le ici maintenant pour optimiser le fonctionnement et assurer la sécurité. Ben c'est ça qui va être traité en priorité par le cerveau. Donc, quand on parle de modulation, quand la question disait est-ce que c'est un problème avec la modulation de l'information proprioceptive, hypo. Fait l'idée, c'est que si l'enfant a un trouble sensoriel de type modulation sensorielle, ça veut dire qu'il peut avoir de la difficulté à bien filtrer les informations en fonction de leur importance ou de l'intensité à laquelle ils pourraient être présentés. Et ça vient dans différents sous-types. Donc, le sous-type hyposensibilité, donc il y aurait une perception qui serait moindre, le cerveau enregistre moins, décode moins, et hypersensibilité, le cerveau perçoit trop, enregistre trop d'informations, ce qui peut mener à de l'hyperréactivité ou de l'hyporéactivité. Donc, si je perçois pas assez d'infos, ben je vais pas réagir, je m'en rends pas compte que j'ai envie de pipi, donc j'irai pas aux toilettes. Ou à l'inverse, j'ai à peine faim, mais la perception est tellement vive que j'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Donc, là, je vais donner des exemples qui proviennent de l'intérieur, mais là, si on revient à la partie proprioception, ben si j'enregistre pas bien l'information proprioceptive que mes muscles, mes tendons, mes articulations m'envoient, ben à ce moment-là, je peux pas réagir à ça. Donc, je ne sais pas où je suis dans l'espace, je suis perdue parce que je reçois pas l'information. Et si j'en avais trop de proprioception, ben c'est pas quelque chose qui arrive réellement, mais je me sentirais vraiment où je suis dans l'espace. Alors, lorsque l'enfant a un trouble de modulation sensorielle, c'est quelque chose qui se passe dans une partie du cerveau en particulier, donc le tronc cérébral. Et là, si on va dans une autre étape du traitement de l'information sensorielle, qui est un petit peu plus haute dans le cerveau, où on va interpréter l'information qui est passée, la discriminer. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la discrimination sensorielle. Alors là, ce sont les caractéristiques de l'information proprioceptive qui va être décodée. Alors, si mon bras, il est là et que l'information est bien passée, ben c'est au niveau de la discrimination que si je ferme mes yeux, je vais être capable de savoir à peu près où est mon bras dans l'espace et comment sont placés mes doigts. Donc, si là, j'ai les yeux fermés et que on me ferait un test de discrimination proprioceptive. On pourrait placer ma main comme ça et me dire place l'autre main, l'autre bras à peu près à la même hauteur, de la même façon. Là, en quelque sorte, je démontrerais que j'ai bien discriminé. OK? Alors, quand j'ai une bonne discrimination proprioceptive, ben je sens très bien où est mon corps dans l'espace. En modulation, c'était est-ce que je le sens ou je le sens pas. C'est un petit peu plus binaire. Là, c'est ce que je sens, est-ce que je le mesure bien? Parce que là, je pourrais très bien sentir la position de ma main dans l'espace, mais mal la mesurer, ce qui fait que quand on me ferait le test, je dirais « Ah, c'est pareil. » Vous avez certainement saisi où je m'en vais avec ça. Donc, avec un trouble de discrimination sensorielle, si on revient à se tenir debout, ben, j'ai besoin de bien mesurer où sont mes informations, mon corps dans l'espace pour me tenir en équilibre. Mais le système vestibulaire est tactile, donc le contact des pieds aussi, la plante des pieds avec le sol ou dans le soulier, c'est de l'information qui contribue aussi. Donc, c'est jamais isoler l'information proprioceptive lorsqu'on est au niveau de la discrimination pour vraiment bien mesurer la position de mon corps dans l'espace. C'est ce qui me donne accès notamment à un bon équilibre. Donc, un enfant qui aurait une moins bonne proprioception dans un contexte de modulation, ben voudrait se tenir, s'appuyer sur les murs parce qu'il
reçoit pas l'information, donc il se sent perdu dans l'espace, donc il cherche un appui. Il compense avec son système tactile. S'il ne discriminait pas bien, donc il mesure pas bien où il est dans l'espace, donc il se sent insécure dans sa posture parce que il mesure pas bien finalement où il est. Fait que c'est quand même un petit peu similaire au niveau de la sensation pour l'enfant de l'impact. Donc il compense en s'appuyant sur le mur. Alors, si on revient à la question de départ, qui était si un enfant qui semble avoir une faiblesse musculaire prend appui sur les murs quand il est debout, est-ce que la problématique est plus modulation ou discrimination? Bien, je dirais que c'est comme ni un ni l'autre. On peut pas y répondre de cette façon-là. La question, elle confond certains éléments. Parce que quand tu me parles de faiblesse musculaire, là, on est dans un créneau musculo-squelettique. Donc, si on reprend le raisonnement clinique du départ, parce que là, on faisait juste mettre des concepts sur la table. Donc, si on reprend du départ, on a une situation de handicap, un enfant qui s'appuie, disons que ça lui cause un handicap de s'appuyer toujours sur les murs. Et là, on génère des hypothèses. Et une hypothèse, c'est un trouble sensoriel, c'est sûr, qui pourrait être de l'ordre de la modulation ou de la discrimination. Et une autre hypothèse pourrait être une faiblesse musculaire. Donc, j'ai les jambes faibles ou je manque d'endurance. Donc, si ça fait longtemps que je suis debout, j'ai besoin de m'appuyer sur les murs. On l'a tous vécu. Des fois, on est fatigué d'être debout longtemps. On va s'appuyer nous-mêmes sur le mur. Donc, ça, c'est comme une autre hypothèse. Et il y en aurait d'autres aussi que tu n'as pas nommées dans ta question. Donc, il pourrait aussi avoir une hypothèse plus dans le créneau visuel. Donc, s'orienter dans l'espace. Oui, je peux avoir une très, très bonne perception du corps, une très bonne force dans mes jambes pour me tenir debout, mais si je perçois pas bien l'information au niveau visuel, je peux me sentir insécure et vouloir m'appuyer sur un mur. Et il y en aurait peut-être une autre aussi, encore dans le créneau sensoriel cependant, c'est que là, on parlait d'informations proprioceptives, mais l'information vestibulaire aussi peut être mal modulée ou mal discriminée. Donc, comme ils travaillent ensemble, bien, ça pourrait être aussi une insécurité plus posturale, gravitationnelle, en lien avec le système vestibulaire qui traite pas bien l'information. Donc, comment savoir? Bien là, c'est sûr que c'est du cas par cas. Moi, je ne peux que faire une orientation théorique ici, très hypothétique, parce que c'est pas un enfant que j'ai rencontré, mais c'est dans l'évaluation de l'enfant, l'évaluation de ses capacités motrices, ses capacités sensorielles aussi, visuelles, qu'on va trouver la réponse. Puis bien sûr, tout ça bien appuyé dans une évaluation, une analyse de tout ce qu'il y a dans ses habitudes de vie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres manifestations qui semblent liées à de la faiblesse musculaire ou du traitement sensoriel dans sa vie de tous les jours? Donc, quand il s'habille, quand il fait des sports, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que c'est son seul comportement? Donc, là, on peut pas vraiment aller plus loin parce que c'est pas un enfant que je connais et pour qui on pourrait interpréter correctement l'information ensemble. Alors, c'est pas mal ça. Et merci pour cette question pertinente parce que ces distinctions-là, on a l'air de peut-être essayer de s'enfarger dans les fleurs théoriques du tapis, mais elles sont hyper importantes parce que ça va influencer nos pistes et nos modalités d'intervention. Alors, on s'arrête ici et si tu m'as écouté jusqu'au bout, j'espère que j'ai réussi à clarifier, préciser les notions. C'est quand même assez compliqué quand on entre dans le domaine de l'intégration neurosensorielle. Donc, j'espère que j'ai pu t'informer sans trop te surcharger. Ciao, bonne journée! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie.
C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!